des jeux de société, de l'énergie pour motiver les gens avec des troubles cognitifs. Ou alors, board game, fuel for motivation in cognitive disorder. Et bon, on fait comme on a dit. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Attention. Ah, c'est ces cartes-là. Alors, je sais, mais je fais semblant. Hein. Et donc, regarde, attention. Alors, qu'est-ce que la démence? Alors, la démence, c'est un terme un petit peu générique, mais qui signifie qu'on va avoir une détérioration progressive du comportement et des fonctions cognitives. Donc, beaucoup de choses peuvent causer une démence, et ce qu'on connaît le plus, c'est justement la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire, voire la démence mixte. Donc, quels sont les symptômes des démences? On note déjà ce qu'on a tous en tête, c'est la mémoire qui va être touchée en première, mais il y a aussi le langage, forcément on va notamment oublier ses mots, l'attention et l'apathie. Ça fait partie du symptôme comportemental le plus fréquent. Qu'est-ce que l'apathie? L'apathie, c'est une perte ou une diminution des comportements dirigés vers un but. C'est comme ça qu'on le dit de manière un petit peu générale, mais on va dire c'est des traitements des démences. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a aucun traitement actuellement des démences, aucun traitement curatif, même s'il y a des solutions pharmacologiques, des traitements pharmacologiques pour limiter les symptômes. Mais surtout, ce qui est en tout cas préconisé actuellement, c'est les traitements dits non pharmacologiques et qui vont beaucoup se baser sur l'entraînement cognitif, mais aussi l'entraînement physique et aussi l'entraînement social et les interactions qu'on peut avoir notamment avec notre environnement, nos aidants ou encore les soignants. Donc, ce qui va avec cette carte, c'est les objectifs de l'étude. CAB. L'objectif essentiel, c'est de voir si les jeux de société sont adaptés à des personnes qui présentent des troubles cognitifs et comment ils interviennent dans la relation avec l'aidant, l'accompagnant. 3 étapes dans cette étude. La première, eh bien, c'est un test de faisabilité qui sera fait ici au centre mémoire auprès de quelques personnes qui vont venir consulter. La deuxième étape, eh bien, c'est une enquête qui sera faite auprès de professionnels extérieurs au centre mémoire, par exemple les équipes de soins Alzheimer, accueil de jour ou dans des EHPAD, afin d'essayer d'adapter le plus possible les jeux qui auront été sélectionnés. Enfin, la troisième phase, c'est une étude clinique. Donc, on a commencé le projet de recherche par la phase 1, les tests de faisabilité. En fait, les jeux Double et Timeline ont été adaptés pour le public du projet de recherche, donc des patients Alzheimer. Et donc, comme ils ont des troubles cognitifs, ils ont certaines difficultés à reconnaître, par exemple, des formes qui n'ont pas la même taille ou des formes qui sont de couleurs trop proches, parce que souvent, ils ont aussi des troubles visuels. Donc, en fait, on avait demandé certaines modifications sur le double et le timeline. Et donc, la première phase a consisté à vérifier que ces versions-là de jeu étaient jouables. Donc, Julie, qui présentera la phase 2, juste après moi, reçoit des patients en atelier mémoire tous les mercredis après-midi. Donc, elle les a fait jouer. Elle les a fait jouer à ces 2 jeux. Et ça a très bien marché. Les patients ont apprécié, ils se sont amusés. Elles ont dû adapter légèrement les règles pour expliquer, pour faire quelque chose de coopératif. Mais en tout cas, le jeu a plu. Il restait quelques adaptations à réaliser. En fait, il restait quelques images dont les couleurs étaient trop proches sur les cartes. Par exemple, un vert clair et un vert foncé. Et puis, par exemple, le flocon de neige, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. C'est trop figuratif. Donc, on a validé la pertinence
des jeux modifiés, on a validé leur utilisabilité et du coup, on a juste demandé quelques petites modifications sur quelques cartes. En tout cas, la séance s'est très bien passée. Ah bon? Il y en a pas. Il y en a pas. Excellent. Il n'y en a pas, très bien, continuez. Là, il y en a que un. Non. Un, deux. Ah, stop, stop. Ouais, c'est super. J'ai jamais pensé à ce genre de vidéo. Donc on m'a dit qu'il fallait que je vous parle de la seconde étape de notre étude. Donc en fait, on a fait une enquête auprès de professionnels de santé. Ah oui, j'enlève mon masque. Donc on a demandé à des ESA, à une structure d'aide à domicile, ainsi qu'à un accueil de jour et un EHPAD, de tester un petit peu les jeux qu'on avait adaptés, donc le double et le timeline. Donc ce qui nous fait à peu près 12 professionnels. Et ces 12 professionnels ont testé les jeux auprès de patients atteints de troubles neurocognitifs majeurs, plutôt globalement à un stade modéré, d'une moyenne d'âge de 84 ans, et c'est en majorité des femmes. Alors ce qu'il en ressort de ces résultats, c'est que les professionnels ont vraiment trouvé ces jeux utiles dans leur pratique, à la fois en prise en charge individuelle et en prise en charge en groupe. Ce qui leur a plu, c'était les différents niveaux qui étaient proposés et des façons d'apprendre progressivement les règles. Ils nous ont proposé de faire des petites améliorations, notamment sur le contraste des couleurs ou sur la taille des items. Il y a certains items qui devront être remplacés parce qu'ils n'étaient pas bien identifiés par les patients. Donc on a encore tout un travail à faire là-dessus. Et donc sinon, ils les ont utilisés également de manière un petit peu dérivée, puisqu'ils les ont utilisés comme des animations flash, c'est-à-dire au lieu de proposer une promenade dans le jardin quand la personne commence à avoir des troubles du comportement, eh ben, ils proposaient de faire un ou l'autre des jeux. Voilà, donc c'est des retours plutôt positifs. Il faut bien insister sur le fait que ça marche, mais que les professionnels doivent être adaptés et que les conjoints et que les patients ont préféré jouer avec des professionnels ou en tout cas pas leurs conjoints. C'était vraiment l'une des recommandations dont on nous a fait part. Voilà, donc une expérience très positive qui nous pousse à poursuivre sur les jeux auprès de nos seniors. Voilà. Ok, donc pour moi, je vous présente la troisième partie de ce projet, qui c'est en fait l'étude clinique. Donc l'idée c'était, après que le jeu a été développé, d'essayer vraiment de les tester avec des vrais patients à la maison. Et donc on a effectué vraiment une étude clinique avec une vingtaine de participants et pour vérifier l'utilisation du jeu et l'efficacité du jeu à la maison. Donc en fait, on avait toujours des couples, impatients et inaidants, parce qu'il faut jouer à deux. Et en fait, vous voyez là les caractéristiques des 20 patients qui ont été inclus. On a inclus à la fin 10 hommes et 10 femmes et une âge moyen de 84 ans et avec un niveau de MMSE, c'est une test en fait pour évaluer le déclin cognitif, le niveau de déclin cognitif de 17,7. Ça veut dire en fait qu'en moyenne, ce type de patients, ils avaient un déclin cognitif modéré. Et vous voyez en bas, en fait, le pourcentage de personnes qui avaient reporté des symptômes d'apathie, qui répondaient aux critères diagnostiques de l'apathie, qui correspond parfaitement à la littérature. Donc, c'était les 60% des patients apathiques sur le total, c'est-à-dire 1 sur 4 des patients qui avaient un trouble cognitif plutôt léger qui étaient apathiques, et 3 sur 4 des patients qui avaient un trouble cognitif plus avancé qui étaient apathiques. Donc, tous ces sujets-là, ils ont participé à cette étude. Ils ont eu les jeux à la maison pour 2 mois, en fait. Et dans les 2 mois, on a fait 3 évaluations. Une évaluation au début de l'étude, avant qu'ils commencent à jouer. Une évaluation 1 mois après. Et une évaluation 2 mois après, à la fin de l'étude.
Et il y a eu plusieurs échelles qui ont été passées, des questionnaires et des échelles vraiment à réponse ouverte. Et les entretiens ont été faits surtout par téléphone, vu aussi qu'on a terminé l'étude en avril 2020, c'est-à-dire en pleine période Covid. Et au niveau des résultats, je vous présente surtout la partie qualitative, des analyses qualitatives, parce que c'est la plus intéressante. Et vous voyez là des petits graphiques. Et il y a 3 dimensions, comme vous avez vu avant de l'apathie, plutôt la dimension comportement-cognition, la dimension plutôt émotion et la dimension plutôt interaction sociale. Et où c'est rouge, vous voyez que c'est où il y a un problème, un déficit. Donc en fait, la grosse majorité des patients, 70% au début, ils avaient un manque d'intérêt ou des comportements dirigés vers un but. Et à peu près la moitié, ils avaient des symptômes liés à la perte d'émotion. Et encore les 70%, ils avaient des troubles au niveau des interactions sociales. Et qu'est-ce que les patients et les aidants ils nous ont dit? C'est qu'en fait, ce type de jeu, c'est très bien pour stimuler les intérêts. Une des réflexions, c'était que c'est vrai que les patients ont un trouble des intérêts, mais pas forcément les caregivers. Donc, c'est bien de jouer à deux. Et au niveau des émotions, c'était un peu moins touché, mais c'est vrai que tous les jeux simulent les émotions positives. Donc, c'était très utile et considéré très utile pour ça aussi. Et enfin, pour la dimension interaction sociale, aussi très important parce que le jeu permet à une dynamique intrinsèque d'interaction sociale. Donc, c'est considéré vraiment très bien pour stimuler les interactions sociales aussi. Alors, quels sont les résultats de l'étude en résumé? En résumé, eh bien, les jeux de société, ils sont stimulants pour des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Ils sont stimulants si, bien sûr, le jeu qui est proposé va dans les intérêts spécifiques de la personne qui est jouée. Ce qui est aussi important, c'est que ces jeux soient adaptés aux difficultés cognitives. Et deuxièmement, que ces jeux soient utilisés, soient joués d'une manière régulière. Est-ce qu'il faut toujours jouer avec la même personne? Non, pas forcément. Il faut que ce soit quelqu'un, en tout cas, qui soit prête à accompagner le patient, s'il a des difficultés à comprendre. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui se concentre sur la valorisation des aspects positifs et pas mettre en avant les situations d'échec. Voilà pour les résultats de l'étude CAB. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette étude? Alors, eh bien, la première des choses, c'est que ça a été présenté lors d'une réunion scientifique qui a eu lieu en décembre à Paris, des unités de soins Alzheimer. Et à cette occasion, eh bien, s'est posé la question de savoir si il fallait développer d'autres jeux, s'il fallait diffuser cette information, les informations qu'on a obtenues avec l'étude CAB, et troisièmement, c'est est-ce qu'il faut, pour certains de ces jeux, compte tenu de la situation sanitaire, par exemple, les digitaliser. Alors tout ça, ça nous amène à mettre en place un nouveau programme qui s'appelle AGAP, pour Art and Game Project, et qui va consister en la mise en place de réunions d'experts pour proposer des recommandations sur l'utilisation des jeux sérieux, des jeux de société et de l'activité artistique pour des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Ce programme AGAP il va se dérouler avec une première phase où il y aura une enquête, des sondages qui seront faits par Internet et une réunion d'experts avec une exposition photographique qui aura lieu au printemps 2021. Et puis, bien sûr, vous serez tenus au courant. À bientôt et merci pour votre attention.